par la polyculture et par l'évaluation du public, des lecteurs satisfaits ou insatisfaits. Ce qui fait que dans la pensée du poète, il y a des pensées qui existent. Dans l'écriture du poète, il y a une connaissance des ressources de la langue, des ressources scripturaires, mais l'écriture du poète, de mon point de vue, devrait être la matérialisation d'une singularité chez l'auteur. Et surtout cette singularité qui affiche son indépendance vis-à-vis des canons souvent préétablis. Alors, comment est-ce que dans Écho de l'âme, nous réalisons cet objectif-là? Écho de l'âme a été publié officiellement le 18 janvier 2023. Je vais donc vous lire un de mes poèmes qu'on retrouve à la page 129, intitulé « L'art d'être poète », pour que nous voyions un peu la contrainte qui est celle du poète et l'exigence qu'il se donne à lui-même par rapport aux attentes du public, certes, mais surtout à ses propres convictions. Je vous lirai quelques strophes et vous délivrerai quelques commentaires également. Des commentaires explicatifs donc. L'art d'être poète. La contrainte, c'est le premier bourreau du poète. Elle lui impose un canevas, une courbe à l'écriture, le mot juste à ne point trahir, une impossible échappée au goût des anciens. Vous voyez, là-dedans, j'essaye de montrer que la première chose qui s'impose au poète, une fois qu'il prend sa plume, c'est la contrainte. Et cette contrainte, on la lit dans l'exigence de la plume, l'obligation chez l'auteur à faire montre de bon usage de la parole écrite. Et une connaissance aussi de ses devanciers, parce que l'on n'est pas écrivain sans être lecteur au préalable. Donc, il y a comme une forme d'héritage d'un certain nombre de savoirs et de valeurs venant d'autres auteurs que l'écrivain doit d'abord avoir eu à assimiler pour par la suite se sentir comme une forme d'obligation de creuser sa voie et de marquer sa spécificité par rapport à cette forme d'avant-discours du poète. Deuxième strophe. La critique, c'est le second opposant du poète. Elle domine et ordonne la voix, catégorise le propos énoncé, scrute le tracé du dit du poète, inspecte son affiliation au modèle, pointe du doigt tout abaissement du génie attendu. Ça veut dire que le poète a certes lu, mais quand il écrit, il doit penser à ceux qui le liront. Parce que ceux qui le liront sont également dépositaires d'un certain nombre de savoirs et de valeurs qu'ils formulent comme horizon d'attente quand ils sont face à un auteur nouveau, ou bien à un livre ou à un texte. Ils n'ont pas le même appareil conceptuel que l'auteur et vont donc être dans une forme de tension interdiscursive avec ce dernier. C'est pour ça que je les appelle la critique, qui va donc, si elle est marquée par un certain nombre de canons
scripturaire exigeait de l'auteur qu'il dise de manifester cette forme d'affiliation, ou alors, si ce n'est pas le cas, il se sentirait un peu déçu, voyez-vous. Donc, l'écrivain est toujours tiraillé entre l'affiliation au canon et le marquage d'une certaine indépendance ou déconnexion vis-à-vis des canons. Troisième strophe. Et pourtant, le génie en poésie est bien trop loin, ni dans l'imitation, ni dans l'obéissance, ni dans la virtuosité voulue. Le génie est dans la connaissance de la contrainte, mais davantage dans la liberté d'inventer l'événement poétique singulier. Donc, à ce moment, j'essaie dans ce poème de dire ce que c'est que le génie. Le génie, ce n'est pas, en tant que poète, le fait de reprendre le modèle, quand on est africain, poétique occidental, avec les figures de style, avec des rimes, avec des alexandrins ou des décasyllabes qu'il faut mobiliser. Ce n'est pas ça le poète africain authentique. C'est celui qui marque son indépendance vis-à-vis de la norme occidentale, même si il a connaissance de cette richesse dans la production poétique occidentale, même s'il a connaissance de toutes ces contraintes, de ce que Boileau appelait l'art poétique, même s'il est au courant de tout cela, il n'est pas obligé de reparcourir le chemin d'un Victor Hugo ou d'un Mallarmé ou d'un Boileau ou je ne sais pas, de Baudelaire, etc., Rimbaud, mais il doit être capable, dans sa manière de s'énoncer, dans sa manière de versifier, de marquer justement le fait qu'il soit africain. Et qu'en africain qu'il est, il produise un texte qui soit porteur de son identité propre. Quatrième strophe. Le génie, une fois de plus j'insiste là-dessus, le génie, ce n'est que la coulée naturelle de ce que l'on a su apprendre pour s'en détendre, pas des moments d'évocation brève, de ce qu'on choisit de ne pas répéter, de ne pas reproduire servilement. Et bien là, le mot final, servilement, est ici utilisé. Est-ce que le poète africain est dépendant de la norme occidentale ou indépendant de celle-ci? Une fois de plus, la question d'autonomie se pose à ce niveau-là. Elle n'est pas que politique, elle peut aussi être littéraire. Et le génie chez le poète africain sera donc d'exprimer son savoir-faire à travers son imaginaire géographique propre. Alors, il y a des débats là-dessus qui vont se faire entendre ici et là sur la notion de la géographie du savoir. Est-ce que c'est où on réside que l'on manifeste le mieux son appartenance au sol et à ses savoirs et valeurs? Moi, je pense qu'on peut être en Afrique ou en Occident et, pour peu qu'on soit africain, être capable de reproduire la pensée profonde africaine à travers ce qu'elle était du point de vue de l'écriture, du point de vue de l'art et surtout du point de vue de l'imaginaire. Parce que toute forme d'aliénation commence au niveau du déplacement de l'imaginaire et de l'inconsidération de notre imaginaire pour nous revendiquer une forme d'affiliation ou d'adoubement des imaginaires venant d'ailleurs. Cinquième strophe enfin. Le poète, en ses effusions scripturaires,
en ses envolées figuratives, est moins un disciple assidu et respectueux, mais bien mieux qu'un concepteur libre. Il connaît le chemin codifié de l'écriture et du langage, mais opte pour le bas-côté. Donc, je conclus en disant qu'effectivement, le poète africain doit être un dissident de la pensée dominante, de la culture dominante, des savoirs et valeurs dominants, pour être véritablement un défenseur de ces propres savoirs et valeurs qui périssent sous la forte domination occidentale, consciente ou inconsciente. Elle existe de toutes les façons dans l'esprit de beaucoup d'Africains, malheureusement. Et là, je termine mon poème avec toujours une petite phrase conclusive en benin. Et c'est une façon justement de faire un clin d'œil à notre propre univers linguistique. Le Cameroun a près de 270 langues et 2 sont officielles, le français et l'anglais, qui sont dans des langues exogènes. Il faudrait penser à valoriser nos langues et à les inscrire dans les livres peu à peu. Alors, il y a des poèmes que j'écris de plus en plus en benin, de manière à exercer également ma plume dans cette pratique-là. Je parle couramment le benin, je l'écris quelque peu et plus ou moins bien, mais je pense que en le faisant assez régulièrement, je parviendrai à avoir une plume aussi aisée que je l'ai en français qu'en benin. Donc, voilà, merci pour le temps que vous avez accordé à cette petite séquence vidéo. Nous allons continuer cette aventure littéraire ensemble et j'espère avec le temps aussi avoir les bonnes habitudes, les petites astuces qui permettront d'agrémenter nos conversations ici. Portez-vous bien. Au revoir.